Aristote, un jeune conseiller municipal à Athènes, disait « La véritable richesse réside dans l'utilisation que l'on fait des choses et non dans leur possession ». Ça ressemble pas mal à notre premier pilier de l'économie collaborative 5000 ans plus tard. Parmi le nombre de choses que je fais, je suis chargé de cours à l'École nationale d'administration publique. À l'époque où j'étais à la Ville de Montréal, j'ai développé ce qui est encore aujourd'hui le premier et presque le seul règlement municipal pour encadrer la pratique du partage des espaces privés, stationnement, entreposage, espaces de jardinage. J'ai travaillé avec un certain nombre de villes et le gouvernement du Québec pour essayer de réfléchir. Le rapport que j'ai dirigé, un groupe de travail sur l'économie collaborative, le rapport s'intitule « Comprendre, encadrer, accompagner », qui sont les 3 grands défis de l'économie collaborative, puis à travers ça, un certain nombre de conférences. Airbnb et Uber sont ceux dont on parle tout le temps. Ils occupent les journaux, c'est toujours ça qui fait les débats à la radio, à la télévision. Airbnb vaut aujourd'hui à peu près 36 milliards de dollars. C'est la taille de la plus grosse compagnie canadienne. Uber vaut, moins cher qu'ils le pensaient eux-mêmes, parce que maintenant ils seront publics, mais disons si on était conservateur, entre 40 et 70 milliards de dollars. C'est quand même pas rien. Et ces 2 compagnies-là n'existaient pas il y a 11 ans de ça. Essentiellement, l'économie collaborative, comment ça se fait qu'elle est supposément différente de l'économie traditionnelle? Si on lui faisait passer un test ADN, il y a 3 grands fondamentaux qui nous permettent de dire « Ah, il y a quelque chose de différent ici ». Le premier, c'est l'utilisation de la capacité excédentaire. C'est-à-dire, vous avez une voiture, j'en ai une aussi. Dans les faits, même si c'est le deuxième actif des familles canadiennes, cette voiture-là, qui coûte entre 7 000 et 9 000 $ par année, est utilisée entre 4 et 6 % du temps. C'est donc à dire que le deuxième actif le plus important qu'on possède ne sert à rien, n'a aucun rendement, n'offre aucune utilité 95 % du temps. Il y en a un réservoir de capacité d'utilisation. On pourrait dire la même chose des espaces de stationnement, des espaces d'entreposage, des outils. Pensez aux équipements de sport dans votre garage, pensez aux espaces de bureau. Vous savez qu'à peu près 30 % des espaces à bureau ne sont pas toujours utilisés. Et donc, il y a une connexion forte. L'idée profonde de l'économie collaborative, dans ce premier pilier, c'est de piger dans le réservoir de ce qui existe déjà. Pour le dire autrement, on entend très souvent « il faudrait faire plus avec moins ». En économie collaborative, ce n'est pas tout à fait ça. Il faut réussir à faire plus avec ce qui existe déjà. Alors ça, c'est notre premier pilier, notre premier type ADN. La deuxième, c'est un divorce. C'est le divorce entre l'utilisateur et le propriétaire. C'est le divorce entre un actif qui n'est pas lié directement à son propriétaire. Parce que qu'est-ce que la propriété? C'est le monopole de l'accès. Par exemple, l'échelle derrière votre garage, elle est à vous. Il n'y a que vous qui l'utilisiez. C'est votre voiture, il n'y a que vous qui l'utilisiez. C'est votre stationnement, il n'y a que vous qui l'utilisiez. À partir du moment où j'accepte de séparer ces deux-là, que je peux utiliser très facilement un bien sans avoir besoin d'être propriétaire, c'est le pont logique qui me permet d'avoir un bien qui va servir plusieurs utilisateurs. Donc là, je peux piger dans ce réservoir de capacité excédentaire. C'est une énorme révolution, ça. Et le troisième, c'est là où le choc est le plus brutal, c'est l'abaissement général des barrières d'entrée dans tous les marchés. Alors, nous sommes gouvernés par un monde qui relève d'un certain concept de la gestion de l'offre. Il peut être strict, comme dans le monde du taxi. Il y avait X taxis autorisés, peu importe le moment de la journée, peu importe les besoins. Ou il peut être de facto. Tout le monde peut s'ouvrir un hôtel, mais là, ça me prend un terrain, ça prend du personnel, un édifice, des meubles. Il y a un niveau d'expertise, d'investissement de capital, de connaissances qui est très élevé. Donc, nous étions dans un monde où peu nombreux ceux qui veulent se consacrer à quelque chose et ceux qui le feront sur du long terme. À maintenant, je peux me lancer dans une activité très facilement, sans investissement quel que soit, sur la base de 3 choses. Les actifs que je possède, les habilités qui sont les miennes et le temps dont je dispose. Alors, je peux facilement entrer et sortir d'une activité et donc ça vient complètement bouleverser un peu
si vous voulez, le genre de charte que l'on s'est donné pour gouverner nos activités, nos règlements, nos lois, nos pratiques d'affaires. Alors, c'est les trois grandes révolutions qui me permettent de dire ça, c'est de l'économie collaborative versus l'économie traditionnelle. Avant, pour pouvoir utiliser un bien, il faut que ce bien-là, soit je le possède ou qu'il me soit attribué de manière continue. Je n'ai plus besoin de posséder une voiture. En fait, je n'ai pas besoin de la posséder. La possession, c'est juste un moyen. La fin, c'est l'utilisation. À partir du moment où je peux vous offrir la possibilité d'avoir accès à une voiture au moment où vous le voulez, pour la période de temps où vous le voulez, qui va en posséder une? Pourquoi j'en posséderais une? À partir du moment où j'ai besoin d'un espace de travail, je n'ai pas besoin d'un bureau avec mon nom dessus, j'ai besoin d'un lieu pour travailler. Alors, c'est complètement différent. À partir du moment où je peux avoir accès à une voiture qui se déplace en temps réel, alors pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'avoir une voiture? Vous savez, dans notre vie, pourquoi est-ce qu'on accepte de payer une voiture à 100 %, bien que l'on n'utilise pas 95 % du temps? C'est parce que je veux pouvoir utiliser mon 5 % quand je veux. Maintenant, plus tard, demain, je veux qu'elle soit là quand j'en ai besoin. Maintenant, avec l'arrivée des plateformes en ligne et de d'autres mécanismes, je peux vous offrir l'accès à une ressource au moment où vous le jugiez opportun, sans que vous ayez besoin de la posséder. La fameuse plateforme, qu'est-ce que c'est? C'est une place de commerce. C'est un endroit pour faire le lien entre un actif et un utilisateur présumé. Dans quel domaine on retrouve l'émergence des pratiques collaboratives? Et ça fait tache d'huile. Dans le secteur privé, de la plus petite des PME à la plus vaste des multinationales, peu importe son secteur d'activité, j'en connais pas qui ne seront pas impactés par l'émergence des pratiques collaboratives. Déjà, ça a un nom en économie, ça s'appelle la productivité. Et ça devient intéressant parce que si moi je suis une entreprise et que j'ai des actifs, j'ai des coûts. Alors la seule chose que je pourrais faire en faisant plus avec ce que j'ai déjà, c'est soit réduire mes coûts ou augmenter mes revenus. Maintenant, c'est comment je fais pour vendre quelque chose qui va pouvoir avoir un maximum d'utilisation, un maximum d'utilisateurs. C'est une grande transformation du monde manufacturier. Si j'avais à construire aujourd'hui la voiture de l'avenir, il faut que je puisse la débarrer avec un téléphone intelligent. Si j'avais à construire aujourd'hui une pièce, il faut que je puisse changer sa fonction très facilement, très rapidement. Tout ce que l'on doit construire, il faut le réfléchir en amont. Ceci pourrait servir combien de types d'usages, combien de types d'utilisateurs différents. Alors, l'avenir, c'est comment est-ce que je vais penser les produits de l'avenir pour être capable de faciliter une utilisation par divers acteurs. Mais les freins sont certainement de trois ordres. Accès à du capital pour développer les produits, accès à un partenaire assureur, très important parce que qu'est-ce que l'assurance? C'est la promesse que si jamais il y a un problème, je m'occupe de vous. De savoir que si jamais il y a un problème, vous êtes correct, ça devient un catalyseur très puissant d'utilisation d'une plateforme ou d'un outil collaboratif. Et maintenant, là-dessus, le Québec a été en retard longtemps. Les compagnies d'assurance commencent à arriver massivement pour que chaque transaction vienne avec une couverture d'assurance. Et troisièmement, qui est peut-être un des points d'interrogation les plus inquiétants, l'environnement réglementaire. Et ça a un impact sur l'assureur et sur le financier. Lorsque quelqu'un veut investir 50 000, 100 000, 150 000 $ dans le développement d'une application ou d'un produit, s'il a la pensée que peut-être le gouvernement rendra ça illégal ou qu'il y a un flou réglementaire, ça a un impact sur sa capacité à investir. Même chose pour l'assureur. Un assureur ne veut pas assurer une pratique qui ne serait pas légale. D'abord, il y a des enjeux générationnels. Il y a une génération qui nous précède qui dit « je suis ce que je possède ». La génération qui suit n'est pas une génération kumbaya. Là. On n'est pas dans le retour à la terre, on n'est pas dans la simplicité volontaire. Les patterns de consommation n'indiquent pas ça du tout. C'est plutôt « je suis ce à quoi j'ai accès ». Ce n'est pas l'idée de « je veux consommer moins ». C'est pourquoi est-ce que je mettrais des ressources pour des choses que je n'utilise pas. Je veux voyager, je veux manger, je veux utiliser,
Je veux avoir du plaisir, je veux consommer pour ce que je consomme. Alors, et toutes les choses ne se partagent pas bien. Hein. Par exemple, ma brosse à dents. Bien, ma brosse à dents, je l'utilise quand même peu d'heures dans une journée, mais je ne vais pas la partager. Ce qui se partage très bien, puis c'est un ratio qu'on peut établir assez facilement, c'est les choses qui coûtent relativement cher et qui sont plutôt très peu utilisées. La voiture est un exemple parfait. Les équipements de sport, moto, chalet, chaloupe, etc. Ce sont des choses qui naturellement tendent à aller vers ce type d'économie-là. Et il n'y a personne qui se dirige, peut-être qu'il y en a qui se dirigent à l'économie de partage par kumbaya-isme ou parce que ce serait tellement mieux de partager, etc. Mais l'économie collaborative, c'est ce que j'appelle, c'est du socialisme de droite ou c'est du capitalisme de gauche. Il est payant pour moi de mettre ma ressource au service des autres. Et il est payant pour les autres que moi, je profite de ma ressource comme ça. Il est très difficile pour les administrations publiques de bien gérer l'économie collaborative parce que ces manifestations sont transversales. Ce n'est pas un enjeu de tourisme, c'est aussi un enjeu de revenus, c'est aussi un enjeu d'habitation. Mais il y a dans cette révolution du retour vers le futur les clés de notre succès entrepreneurial, réglementaire, de développement. Il nous appartient juste à nous de faire que ça arrive. Alors c'est un beau défi qui va nous occuper pendant au moins les 10-15 prochaines années.